Maintenant, on va voir la philosophie Unix. Donc, qu'est-ce que c'est la philosophie Unix? Ben, c'est un peu basé sur l'approche à l'origine, en même du développement de Unix, il y avait Ken Thompson, entre autres, qui est un des deux créateurs de Unix, qui visait à faire un système d'exploitation petit mais capable, avec une interface de service bien conçue et claire. Donc, le but, c'est de faire quelque chose qui vise plus à faire dans le simple, dans le petit, qui est clair, mais qui est très bien conçu puis qui offre une certaine modularité. Il faut voir que Unix, dans le fond, c'est quand même une approche qu'on dit bottom-up, là. On peut dire du bas vers le haut. Donc, c'est une approche vraiment où on construit des éléments assez simples, puis tout ça mis ensemble devrait donner quelque chose de cohérent. Par opposition à une approche qu'on dit top-down, où là, vraiment, on va tout définir à l'avance des grandes choses qu'on va développer dans le détail par la suite. Donc, c'est beaucoup basé, c'est très pragmatique, beaucoup basé sur l'expérience, on définit des morceaux, des éléments, selon de la façon dont on pense qu'il est mieux de faire. Donc, c'est quand même assez basé, assez pragmatique, basé sur ce qui marche, sur ce qui fonctionne, avec des programmes quand même assez simples, mais qui peuvent être connectés aux autres. Et en fond, selon Doug McIlroy, ça date de 1978, l'idée derrière Unix, c'est de faire des programmes qui font une chose bien. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir des programmes qui font tout, mais d'en avoir qui font chaque chose est bien faite par chacun des programmes. Euh, Si on veut faire un nouveau type de traitement, une nouvelle chose, ben on va plutôt bâtir un nouveau programme par opposition à en créer, à modifier un programme existant puis lui ajouter des fonctionnalités. Donc, le but, c'est que le programme fasse bien son travail, mais qu'on ait plusieurs programmes, un pour chacune des grandes tâches qu'on peut penser vouloir faire. Puis aussi, le deuxième élément dans la philosophie Unix, c'est qu'on veut que la sortie de tout programme puisse être l'entrée d'autres programmes, sans nécessairement savoir lesquels. Donc, on a vraiment une notion de définir une interface qui est par échange d'entrée-sortie. Puis on veut faire en sorte que on puisse brancher des programmes ensemble sans nécessairement développer des mécanismes très spécifiques. On va avoir une mécanique générale qui permet de les brancher de plein de façons différentes, de façon qu'on n'avait pas anticipé nécessairement. Donc, l'idée, c'est que la sortie, on ne veut pas remplir la sortie d'éléments supplémentaires inutiles. On veut vraiment avoir les éléments pertinents en sortie. On veut donc éviter aussi d'avoir des sorties structurées là, de style tableau en ASCII ou des sorties en binaire. On va avoir des sorties qui soient du texte interprétable, relativement simple et facile à traiter. Puis on ne veut pas aussi insister sur une sortie interactive avec vraiment des requêtes interactives dans le programme. On veut plutôt que le programme s'exécute de façon directe et qui produise un résultat, qui soit une sortie texte, sans nécessairement avoir d'interaction, sauf pour certains cas spécifiques. Puis ça, ben, c'est important parce que si on veut brancher les programmes ensemble, on ne veut pas que certains programmes dépendent d'actions provenant de l'utilisateur. On veut aussi concevoir, développer du logiciel et même un système d'exploitation qui peut être testé rapidement. Donc, on veut à l'intérieur de quelques semaines, lorsqu'on se met à développer un nouvel outil, qu'on puisse l'exécuter, le tester, même si c'est très rudimentaire pour commencer. Parce que c'est important de pouvoir de l'essayer, de le tester, puis de voir, de faire un peu la base pour démontrer que ça fonctionne, puis ensuite les modifications pourront se faire incrémentalement. Puis ça, bien, en termes de développement logiciel, c'est assez acquis maintenant qu'il faut y aller de cette façon-là, mais il y a 40 ans, ce n'était pas aussi clair que ça. Les gens, des fois, pensaient plus en termes de faire le grand logiciel, de le concevoir sur papier parfaitement avec tout le détail avant d'aller l'implémenter, alors que c'est souvent mieux compris maintenant que vaut mieux aller rapidement vers un prototype fonctionnel, même si c'est très simple et rudimentaire et incomplet, puis de l'améliorer par la suite. Puis aussi, dans Unix, on n'a pas peur de jeter des parties qui semblent être moins bien faites et de les remonter à partir de rien. Puis aussi, un quatrième élément de la philosophie Unix, c'est de dire qu'on préfère utiliser des outils pour traiter les choses plutôt que de la main-d'œuvre, des traitements fastidieux, répétitifs, pour simplifier la tâche de programmation. Ben, même si c'est compliqué, même s'il faut faire un nouvel outil qui va nous générer ce qu'il faut,
Bien, d'avoir des outils, par exemple, qui génèrent du code automatiquement, c'est très pratique parce que là, en ayant cet outillage-là pour générer du code, on va être capable de faire des tâches plus sophistiquées. Puis le code généré par un ordinateur, généralement, lorsque c'est bien fait, il est fiable. Ils ne comprendront pas de bugs, puis les tâches répétitives, fastidieuses. Mais ça, c'est très propice à se tromper, à faire des erreurs de manipulation, alors qu'un programme informatique, pour faire des tâches répétitives, il est très bon pour ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de développer des outils pour nous aider à développer et même de devoir les jeter après coup lorsqu'on a terminé, c'est correct, c'est acceptable. Donc, ça capture un peu l'approche de Unix, de vraiment une approche basée sur des échanges de texte dans des interfaces simples, sans trop d'interactivité, avec des logiciels quand même bien faits, mais relativement petits, qui font une tâche et bien, et qui sont développés avec des outils qui génèrent du code. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière plusieurs éléments dans Unix. Dans le fond, il y a Eric S. Raymond qui a développé ça plus amplement, puis qui a présenté finalement la philosophie Unix de façon plus élaborée encore. Puis il a fait ça avec 17 règles énoncées pour capturer les éléments importants. Puis ça, je vais vous les détailler, ces 17 règles-là dans la suite. C'est quand même très utile pour comprendre comment Unix et plusieurs systèmes d'exploitation fonctionnent. C'est vraiment une façon de fonctionner qui a quand même été très bien formalisée par Eric Raymond, puis qui aide à comprendre comment on peut faire les choses. Puis je vous dirais que ça va au-delà de faire le système d'exploitation. C'est des philosophies de développement logiciel très pragmatiques. Donc, c'est vraiment, je dirais que ce n'est pas tant du génie logiciel que plus d'une approche à cœur, mais dans le bon sens, dans le sens positif du terme. Et donc, c'est quand même pertinent, puis c'est cohérent aussi avec des approches de développement logiciel moderne pour développer des systèmes logiciels, des systèmes ordinaires. Donc, je vous dirais que ce que je vous présente ici, qui décrit bien Linux, vous pourriez très bien vous inspirer de ces règles-là, ou les intégrer, puis faire en sorte que beaucoup de vos activités de développement logiciel intègrent ces façons de faire-là. Puis c'est quand même, je vous dirais, à mon avis, je trouve que c'est une très bonne pratique. Moi-même, j'essaie de conserver ces approches-là dans mes travaux en recherche ou en développement logiciel que j'ai fait dans le passé. Donc, ces 17 règles-là ont été présentées dans le livre The Art of Unix Programming, qui a été publié en 2003. Donc, on peut acheter en version papier, mais il y a une version en ligne disponible gratuitement à cette adresse-là. Donc, si ça vous intéresse, d'en lire un peu plus, d'en savoir un peu plus, allez voir ce lien-là ou acheter la version papier qui peut être achetée encore sur Amazon. Dans le fond, dans les nombreuses règles, on va commencer par la première règle, qui est la règle de la modularité. Donc, lorsqu'on parle de modularité, on veut dire qu'on veut écrire des parties simples connectées par des interfaces claires. On veut vraiment faire en sorte que chaque élément de logiciel soit d'un programme spécifique ou même à l'intérieur d'un programme, les morceaux qui permettent de construire le programme sont relativement simples et comportent des interfaces avec les autres modules qui sont clairs. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que généralement, en développement logiciel, le débogage, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, réussir à concevoir un système qui fonctionne, c'est beaucoup plus une question de ne pas s'empêtrer dans son propre code que d'avoir un design brillant. On peut faire un design brillant, mais après ça, si on l'implémente puis il reste des bugs, si on n'est pas plus avancé des fois, vaut mieux aller vers un design relativement simple, bien modulaire. Donc, avec un design quand même bien modulaire, on évite les problèmes et on fait en sorte que notre programme a plus de chances d'être sans bug, puis ça va être plus facile à déboguer puis à avoir fonctionner correctement rapidement. Puis je dirais que dans ce contexte-là, c'est les petits gains d'efficacité qu'on pourrait avoir avec un design très brillant, mais convolué avec une certaine complexité. Il ne vaut pas le coup, il vaut mieux avoir un design un petit peu moins efficace, mais quand même très modulaire. Puis ça va aider au débogage, ça va aider aussi à avoir confiance que le programme fait bien le travail. Dans le fond, ce qu'il faut voir, c'est que les systèmes d'exploitation, c'est vu comme étant une des œuvres d'ingénierie, sinon l'œuvre d'ingénierie la plus complexe qui a été faite par l'homme.
Puis, donc, gérer cette complexité-là, c'est c'est laborieux. Puis, on a les systèmes d'exploitation qui sont quand même très solides maintenant, mais ça découle de 50 ans d'ingénierie, d'amélioration, de développement qui ont été faits. Et donc, pour pouvoir faire du logiciel complexe, le but, la moyen d'y arriver, c'est de minimiser la complexité globale. Donc, le logiciel peut être complexe, mais pour y arriver, on veut faire des parties qui sont simples, qui sont connectées par des interfaces bien définies. Comme ça, avec tous ces morceaux-là simples qu'on branche ensemble de différentes façons, c'est comme ça qu'on arrive à définir un modèle beaucoup plus élaboré, mais dans lequel il y a quand même beaucoup moins de chances d'avoir des bugs. Et donc, si on identifie un problème, si par exemple il y a un bug dans un morceau, bien, l'attrait de cette approche-là, c'est que si on va isoler le morceau problématique, on va déboguer ce morceau-là, ce module-là, puis une fois qu'il est débogué, le reste va fonctionner normalement. Donc, ça ne va pas tout briser. En isolant bien les choses, en localisant bien les fonctions, les fonctionnalités, on arrive à gérer la complexité. La deuxième règle, c'est la règle de la clarté. Donc, par la clarté, on attend que vaut mieux faire des choses claires que faire des choses ingénieuses. La maintenance de code peut devenir généralement importante, puis ça peut être très coûteux. On peut passer beaucoup plus de temps à maintenir du code existant qu'à le faire. Et donc, en soi, lorsqu'on fait du code, lorsqu'on programme, il faut viser vraiment du code qui soit lisible par l'humain, par quelqu'un d'autre qui verrait notre code ou même par nous dans un an d'ici, parce que si on se projette dans le futur, on peut avoir la difficulté à comprendre ce qu'on a fait. Fait qu'il vaut mieux faire du code lisible, simple, clair, que du code ingénieux où on démontre quand même une capacité d'abstraction avec des éléments de code un peu subtils, difficiles à comprendre. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut viser la clarté, il faut viser la simplicité. Il faut penser à la personne qui va modifier le code dans le futur, puis qu'il ne faut pas qu'elle, dans ses modifications, qu'elle introduise des bugs, pour qu'elle puisse comprendre vraiment la portée des choses. Il faut que ce soit vraiment clair, le fonctionnement du programme, puis il faut que les modifications soient faites en ayant une bonne compréhension de ce que ça va avoir comme effet. Donc, pensez à la personne qui va modifier votre code, pensez à votre futur vous aussi, parce que ça se peut bien que ce soit vous qui modifiez le code, puis possiblement que vous allez oublier comment est-ce que les choses fonctionnent dans le détail, puis quand vous allez devoir réapprendre, recomprendre ce qui a été fait, vous allez peut-être aimer ça si le tout a été fait pour être lisible, clair. Donc, du code gracieux, du code clair est beaucoup moins propice aux défaillances. Troisième règle, c'est la règle de la composition. Donc, l'idée, c'est de concevoir des programmes qui seront connectés à d'autres programmes. Donc, on veut faire des modules simples et clairs, bien, on veut aussi pouvoir les connecter entre eux. Donc, si les programmes ne peuvent pas se parler entre eux, bien ça mène à des système monolithique complexe. Ce qu'on entend par ça, c'est qu'une espèce de gros bloc complexe qui fait un peu tout et tout est convolué, intégré d'une certaine façon et spécifique finalement au programme. Puis ça, bien, c'est à l'encontre de l'idée d'avoir des modules simples et vraiment de développer par petits programmes. Donc, pour pouvoir arriver à ça, il faut vraiment être capable de composer. Il faut penser en termes de programmes qui peuvent recevoir des entrées et des sorties d'autres programmes sans nécessairement savoir ce que ça sera. Donc, dans la tradition Unix, on encourage des programmes qui peuvent lire et écrire du texte orienté flow, donc vraiment des flows de texte, de caractères ASCII, indépendant de l'architecture. Donc, on n'échange pas du binaire, on échange un modèle quand même simple de flow séquentiel qui contient du texte dans une forme assez libre qui peut être traité quand même par plusieurs routines de traitement d'extraction d'informations. Donc, on devrait être capable d'extraire l'information pertinente d'un flow de texte d'un autre programme. Parce que souvent, les programmes sont écrits comme des filtres simples, avec des flows textuels en entrée, un traitement et ensuite un flow textuel en sortie. C'est comme si on avait un pipeline avec différents filtres qui reçoivent une entrée, qui la transforment, qui produisent une sortie. Donc ça, c'est vraiment le modus operandi très, très, on peut dire traditionnel dans Unix. Et donc, pour pouvoir favoriser la compositionnalité, il faut faire des programmes qui sont indépendants. Puis l'idée, c'est qu'il ne faudrait pas
avoir une grande dépendance envers un programme, dans le sens qu'on pourrait normalement, idéalement, être capable de remplacer un programme dans un pipeline connecté avec d'autres par un autre programme, une autre implémentation sans altérer le fonctionnement global. Donc, il ne faut pas vraiment dépendre de l'implémentation interne. Il faut seulement avoir une interface texte qui est claire, puis avec cette interface texte-là de flow d'entrée et de sortie, ça devrait être suffisant pour assurer qu'une interface simple, puis que le programme qu'on a puisse être remplacé par un autre équivalent sans effet de bord sur les autres programmes. Une autre règle aussi, c'est de séparer les politiques des mécanismes. Donc, on veut faire en sorte que les interfaces d'utilisation, les interfaces de programmation soient indépendantes des engins en dessous. Pourquoi? Parce que souvent, les politiques changent plus vite que les mécanismes. Donc, et ça, ben, si on a des interfaces claires, ça nous permet possiblement de changer les façons de faire sans changer nécessairement l'utilisation d'une librairie d'un logiciel. Pensez à ça en termes d'utilisation de l'interface graphique versus l'affichage d'une image. Donc, l'interface graphique qui va évoluer dans le temps, on voit que les interfaces graphiques dans les systèmes d'exploitation évoluent d'année en année. Ça change quand même relativement graduellement maintenant. C'est plus des modifications incrémentales, mais soutenues. Des fois, il y a quand même des grosses modifications quand il y a une nouvelle version. En macOS, par exemple, la dernière version qui est sortie procédait quand même des changements au niveau de l'interface graphique. Ce n'est pas radical, mais c'est quand même visible. Mais ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des politiques, c'est une chose. Mais la mécanique en dessous, par exemple, pour afficher une image, là, ça n'a pas changé. Une image, c'est une image, on l'affiche telle quelle. Peut-être que les décorations en termes d'interface graphique autour ont changé, mais il reste quand même que la mécanique d'affichage d'une image, la mécanique peut-être pour appeler la fonction pour afficher une image, elle n'a pas à changer avec les modifications à l'allure de certains boutons dans l'interface graphique. Un autre exemple aussi, c'est de dire qu'on vise souvent dans Unix à programmer des logiciels dans des langages interprétés en Python, par exemple, ou en Bash. Bash, c'est un langage de script de base. Donc, on va utiliser ce langage-là pour développer des choses qui peuvent changer ou des programmes quand même, des fonctionnements relativement haut niveau de programme. Puis ça peut évoluer, c'est comme une politique finalement, alors qu'il peut y avoir des routines de base en C pour des traitements critiques qui sont bien définis, bien cadrés, qui ne vont pas changer avec le temps, qui ne vont pas évoluer tant que ça. Si on veut faire un certain calcul précis sur un tableau de nombres, puis ce calcul-là est bien connu, bien, on peut l'implémenter en C, c'est un mécanisme, puis l'utiliser à différentes sauces ensuite dans le programme, un programme programmé en Python, par exemple. Donc, si on fait bien cette séparation-là, ça va aider beaucoup au développement logiciel. Cinquième règle, la règle de la simplicité. Donc, on veut concevoir pour la simplicité. Donc, on ajoutera de la complexité seulement lorsque c'est nécessaire. Donc, tant qu'on peut rester simple, on garde des choses simples. Il y a toujours beaucoup de pression pour rendre un programme plus complexe. On veut avoir, je ne sais pas moi, on veut faire ce qu'on appelle du machisme technique, de démontrer qu'on est quand même une capacité technique, de démontrer notre force technique en développant des mécanismes très sophistiqués. Ça, ce n'est pas bon. Ça va à l'encontre de la notion de simplicité ou d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires inutiles. On va acheter une fonctionnalité de plus. Souvent, ça va dans la lignée du feature checklist, là, de l'idée qu'un logiciel, on veut toujours faire une nouvelle version de notre logiciel, puis d'ajouter des choses, puis de l'améliorer en disant j'ai un item de plus dans ma liste, d'ajouter des items dans notre liste de fonctionnalités, même si c'est inutile ou utilisé par une très faible minorité des gens, ben, l'idée d'ajouter une ligne de plus, un bullet list, un bullet dans notre bullet list, c'est tentant, mais c'est à éviter. On doit ajouter de la complexité seulement lorsque c'est absolument nécessaire. Donc, il faut résister à ça. Il faut favoriser les solutions simples et s'en tenir parce qu'on dit souvent « small is beautiful ». La beauté réside plus dans la simplicité que dans la prouesse ou la complexité. Il y a aussi la règle de la parcimonie qui dit qu'on écrira un gros programme seulement lorsqu'il est clairement démontré qu'il n'y a rien d'autre qui fonctionne.
Donc, en termes de lignes de code, c'est souvent qu'on peut parler. Des gros programmes avec des dizaines, des centaines de milliers de lignes de code, des millions de lignes de code, c'est dur à gérer. La maintenance, c'est difficile. Donc, on veut éviter ça autant que possible. On veut faire des petits programmes bien identifiés. Mais l'idée, c'est d'en avoir plusieurs de ceux-ci puis de les connecter ensemble, de sorte que s'il y a un bug quelque part, bien, ça va être bien isolé, bien compris que c'est ce petit programme-là qu'on va modifier. Et non pas de faire un gros programme qui fait des choses très élaborées. Cependant, puis ça, c'est très humain. On voit souvent, surtout dans certaines entreprises qui développent un logiciel depuis des années, dizaines d'années, il y a une grosse résistance à jeter le résultat d'un travail considérable parce qu'on peut dire, ah, il y a eu tant d'investissements, il y a eu des centaines de milliers, des millions de dollars d'investis en temps pour développer un logiciel. C'est un logiciel qu'on développe depuis 25 ans. Et donc, l'idée de jeter ce logiciel-là puis de le refaire plus simple, il y a une grande résistance à ça, qui peut se comprendre, mais souvent, maintenir ces gros programmes-là va amener des investissements supplémentaires dans des solutions qui sont possiblement sous-optimales ou qui ont échoué carrément, qui ne sont pas capables de faire certaines choses qu'elles devraient faire. Donc, c'est quand même important d'éviter ça, des fois de reprogrammer, de refaire un programme plus simplement, si on est capable de le faire, ou de partir avec l'idée que la simplicité, la petitesse, d'avoir des programmes relativement petits avec relativement peu de lignes de code, c'est une très bonne chose parce que ça simplifie grandement la gestion du code, le développement logiciel futur. La 7e règle maintenant, c'est la règle de la transparence. Le but, c'est de concevoir des programmes pour être visibles. On veut que ce soit des programmes faits pour rendre l'inspection du code, le débogage dans un logiciel de débogage aussi aisé que possible. On veut que ça soit quand même assez évident à partir du code qu'est-ce qui est fait. Sachant que souvent, on dit souvent que le débogage prend le 3/4 du temps de développement. On a des bugs quelque part, les trouver, ça va être compliqué. Mais si on est capable de programmer les choses pour que trouver les bugs soit plus rapide, on peut gagner énormément. L'idée, c'est d'être capable de dire qu'à un seul regard, on regarde un bout de code une fois, on comprend tout de suite ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment du code transparent, visible. C'est ça qu'on veut faire idéalement. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est ce qu'on devrait viser, d'être capable d'avoir du code qu'on peut rapidement comprendre et être en mesure de modifier si on voit qu'il y a certaines opérations qui sont erronées, problématiques. On veut aussi concevoir pour la découvrabilité, dans le sens qu'on veut faire en sorte que ce soit possible dans le débogueur d'afficher, de voir l'état interne, ou pas nécessairement au débogueur, on peut avoir des options de débogage où on va afficher à la console l'état interne qui permet de valider le bon fonctionnement. Donc, on est capable de découvrir, on est capable de voir véritablement l'état du programme. Au-delà des lignes de code, on peut faire une exécution du programme et voir les valeurs de certaines variables et comprendre dans quel état ça se trouve. Donc, ça, la découvrabilité, c'est un aspect qui est très intéressant. Si on développe un logiciel pour être découvrable, c'est vraiment très positif. Il y a également la règle de la robustesse. On dit souvent que la robustesse est l'enfant de la transparence et de la simplicité. Donc, si on fait quelque chose de simple et transparent, ça devrait être plutôt robuste, qui performe bien dans des conditions normales que dans des nouvelles conditions. Donc, c'est vraiment un logiciel qui, face à des conditions qui n'avaient pas nécessairement été prévues lors du développement, devrait continuer de bien fonctionner s'il est robuste. La robustesse, c'est un peu ça par définition. Puis on affirme que la simplicité dans le programme, la transparence, va amener à une certaine robustesse. Parce que la plupart des logiciels sont fragiles parce qu'ils sont trop compliqués pour être compris par les humains. Donc, c'est des humains qui les ont faits, mais avec le temps, c'est devenu très compliqué. Puis un logiciel très complexe est possiblement pas bien compris par personne dans son ensemble. Des gens peuvent bien comprendre certaines parties, mais parfois, lorsque c'est un peu compliqué, convoluer entre les différentes parties, les gens ne vont pas voir certains effets de bord, ou ne vont pas comprendre nécessairement l'interaction que certains bouts de code peuvent avoir avec d'autres, ou même un bout de code peut être compliqué à comprendre en soi. Donc, ça engendre beaucoup de fragilité. C'est pour ça qu'on a quand même encore beaucoup de logiciels buggés de par la façon dont le développement est fait, la façon dont c'est organisé.
Si on ne peut pas comprendre comment fonctionne un logiciel, on peut dire comment on peut être certain de sa rectitude. Comment est-ce qu'on peut être certain que ça va bien fonctionner, même dans les cas imprévus, si on ne comprend pas tout le fonctionnement? Je pense qu'il faut avoir en tête l'ensemble du fonctionnement d'un logiciel pour avoir une certaine confiance qu'il faut faire ce qu'il faut comme il faut, même face à des situations inattendues. Puis dans le code, il faut éviter des cas particuliers parce que c'est souvent dans ce cas-là que les bugs proviennent. Donc, si on doit gérer un paquet de cas particuliers, puis on n'a pas nécessairement pensé à tout, puis on fait face à une nouvelle situation, ça se peut que ça crée un autre cas particulier qui ne sera pas géré. Maintenant, la 9e règle, c'est la règle de la représentation. Ce qu'on veut, c'est de placer la connaissance dans les données afin de rendre la logique du programme stupide et robuste. Donc, c'est beaucoup plus facile de raisonner et de débugger un programme lorsque les structures de données internes sont bien faites. Donc, il faut s'il y a de la complexité à avoir dans un certain programme, idéalement, il faut la placer dans la structure de données. Une structure de données complexe, on peut quand même bien la comprendre, puis ça se gère assez bien. Donc, c'est beaucoup mieux de transférer la complexité dans la structure de données et de rendre la logique des programmes quand même simple, à la limite stupide, mais robuste. Donc, le but, c'est qu'on veut que l'algorithme ne soit pas si sophistiqué que ça, mais que la structure de données, elle, soit quand même bien complexe. Parce que c'est beaucoup plus facile de tracer les données que les programmes. Donc, on est capable d'inspecter une structure de données à tout moment dans le débogueur. On est capable de voir c'est quoi ses valeurs, puis comprendre ce qui se passe beaucoup plus clairement que dans un programme complexe qui fait des traitements élaborés où là, le suivi étape par étape peut être très difficile parce que ce n'est pas aussi simple à comprendre. Donc, c'est ça l'idée, c'est de déplacer la complexité des programmes vers les données autant que possible. Il y a aussi la règle de la moindre surprise, c'est de dire que dans une interface d'utilisation, dans une interface de programmation, il faut viser toujours à faire la chose la moins surprenante. On ne veut pas surprendre les gens, on ne veut pas faire des choses hors du commun, donc qui sortent un peu de ce qui est attendu, parce que ça peut être dangereux. Les gens peuvent mal comprendre ou mal utiliser notre interface. Donc, les programmes les plus faciles à utiliser sont ceux qui utilisent les connaissances préexistantes. Puis ceux qui suivent déjà une convention, des règles sur la façon de faire les interfaces, il faut tenter de s'insérer dans ces règles-là autant que possible, parce que ces règles-là sont souvent bien comprises. Puis si elles sont bien comprises, les gens vont découvrir puis vont savoir intuitivement comment utiliser notre interface. Alors que si on fait des choses complètement contre-intuitives, ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, c'est une question d'éviter de faire des exercices d'ingéniosité, de démontrer qu'on est très brillant, qu'on est capable de faire des interfaces très complexes, élaborées et compliquées à comprendre. On ne veut pas ça, on veut avoir quelque chose de cohérent avec ce qui existe actuellement, de simple, de facile à comprendre. Puis on évite de faire des nouveautés, d'ajouter des nouvelles choses, de créer des choses qui sortent du commun autant que possible. Des fois, ce n'est pas évitable, mais en général, on essaie d'éviter ça, on essaie de s'insérer dans les façons standards de procéder. Par exemple, dans un programme informatique, en C++, par exemple, on peut redéfinir l'opérateur plus, on peut lui faire tout ce qu'on veut. Mais dans un programme, si on voit un plus, mais on s'attend à ce qu'un plus fasse une addition, au moins une addition de valeurs, ou des fois, ça peut être aussi des ajouts. Si on a des plus entre des éléments de liste, on peut faire l'ajout d'éléments à une liste, par exemple. Donc, c'est quand même toujours une question d'addition, d'ajout. Dans un programme de calcul, le plus va faire une addition. Ils n'ont pas une soustraction ni une multiplication. Si on change ça, ça va être juste complètement déroutant. Les gens vont être confus et ça va amener certainement à des problèmes. Donc, il faut faire attention à l'audience, il faut bien comprendre qui va utiliser l'interface, puis il faut aussi faire attention aux traditions, de rester dans les traditions, comme ça les gens n'ont pas à réapprendre ou utiliser une interface qui fonctionne à l'inverse des autres. On veut rester autant que possible dans la lignée de ce qui est fait. Donc, maintenant, il y a la règle du silence. On dit la règle du silence, c'est lorsqu'un programme n'a rien à dire, il ne doit dire rien. Comme on dit souvent, si tu n'as rien à dire, tais-toi. Donc, ça me paraît être agressif en disant ça. C'est plus une règle générale de fonctionnement. Donc, le silence est d'or, comme on dit. On veut éviter d'attirer inutilement l'attention des utilisateurs sur une sortie qui est peu informative.
Donc, le programme, idéalement, ne doit pas envoyer d'informations disant « Hello, je suis là, je fonctionne bien », tout ça. C'est vraiment pas dans la philosophie Unix. On évite donc de produire des sorties inutiles. Et ce qu'on veut en fait aussi, c'est que l'information importante soit visible. On veut vraiment quand même distinguer, s'assurer que toute information pertinente et importante soit bien affichée, soit bien facile à extraire. Donc, on va s'y limiter à ça, à l'information pertinente, importante. 12e règle, c'est la règle de la réparation. L'idée, c'est de réparer autant que possible. Si on fait face à une situation un peu particulière, on voit qu'il y a un certain problème. Si on peut réparer, on le fait, ayant confiance que la réparation va être toujours bonne. Puis si on ne peut pas réparer, bien là, on peut être bruyant. Contrairement à la règle du silence, où là, on dit, si on n'a rien à dire, on ne dit rien. Mais s'il y a un problème, là, on peut faire du bruit, on peut faire en sorte que le programme va donner vraiment un rapport rapide, détaillé, qui est très visible, qu'on est capable vraiment d'intercepter, non pas un retour avec un code d'erreur obscur qui est difficile à intercepter. Donc, on veut faire vraiment que quand ça échoue, ça soit fait bruyamment et hâtivement. On veut que ce soit aussitôt qu'on rencontre la situation problématique, qu'on arrête le programme, qu'on informe finalement l'utilisateur à la console qu'il y a eu un grave problème ou un problème important, puis qu'on quitte le programme. Donc, d'une part, c'est un peu, sans dire, c'est pas contradictoire, mais c'est vraiment une approche. On veut avoir des programmes robustes, on veut avoir des programmes qui s'adaptent aux situations inattendues. Ça, c'est souhaitable. On veut pouvoir gérer les situations nouvelles qui sortent du commun, mais d'autre part, la pire sorte de bug qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on va tenter une réparation, mais la réparation ne sera pas bonne. Puis là, on va créer une corruption de mémoire, par exemple, un problème qui va arriver plus tard. Donc, ça, c'est à éviter. C'est qu'il ne faut vraiment pas faire ça parce qu'après ça, ça va être très difficile de lier l'échec d'exécution à la source qui vient d'une tentative de réparation qui a échoué. Donc, oui, réparer, mais réparer seulement lorsqu'on est certain que ça règle le problème et ça ne crée pas d'autres bugs. Donc, on veut permettre au logiciel de gérer les entrées incorrectes. Par exemple, si on lui donne des entrées, des arguments sur la ligne de commande ou une entrée texte, on veut qu'il soit capable de corriger différents cas de figure. Par exemple, si on s'attend à avoir un espace entre différents éléments, mais il y a 2, 3, 5 espaces où il y a des tables, des tabulations. On veut que tous ces cas de figure soient correctement gérés. Là. Donc, c'est un espace, ça peut être un caractère, mais ça peut être plusieurs. Ça peut être le caractère vraiment d'espace ou de tabulation ou autre. Donc, ça, on veut pouvoir bien le gérer. On veut être robuste à ça en entrée. Et qu'on corrige ça et qu'on fasse quand même le traitement tel qu'il est attendu. Mais lorsqu'on rencontre des situations compliquées, lorsque, par exemple, le séparateur est un caractère ASCII un peu ésotérique, bien là, on peut échouer si c'est vraiment pas réparable. Puis si on échoue, il faut le faire aussitôt que possible. Puis il faut quand même expliquer, il faut avoir vraiment une explication textuelle aussi précise que possible provenant de notre programme. Souvent, on dit en anglais « be liberal in what you accept and conservative in what you send ». Donc, ça fait référence à la notion de libéral conservateur, je dirais, au niveau politique, mais en général, les anglophones, les Américains donnent un certain sens à tout ça, c'est de dire qu'on est tolérant, on accepte les formats en entrée qui peuvent avoir beaucoup de variations, fait qu'on est en mesure de gérer plein de variabilités en entrée, mais quand même, en sortie, on va vraiment rester sur des formats qui sont fixes, qui sont standardisés, qui sont réguliers. Donc, on ne veut pas avoir de mélange, on veut avoir quelque chose qui est aussi standardisé que possible, mais en étant quand même capable d'avoir en entrée des éléments qui sont moins structurés ou du moins un peu plus irréguliers. La 13e règle maintenant, c'est la règle de l'économie. Donc, c'est de dire qu'on veut que le temps des programmeurs est coûteux. C'est préférable d'investir dans le temps des machines. Les machines nous coûtent beaucoup moins cher. Donc, si on peut réduire le temps nécessaire au développement en utilisant les machines, c'est ce qu'on veut, c'est tout à fait pertinent. Donc, on veut utiliser des langages à haut niveau autant que possible. C'est sûr, dans le cours, on voit les choses en C parce que c'est quand même important de comprendre le C dans le système embarqué. Mais si vous devez développer des logiciels
qui ne sont pas nécessairement si bas niveau que ça. Faites-le passer, faites-le en Python, par exemple, un langage de haut niveau du même type. Ça va être beaucoup plus rapide. C'est moins propice à avoir des problèmes. Il n'y a pas vraiment de pointeurs en Python, donc la corruption de mémoire à cause des pointeurs est beaucoup moins, dire, critique. Donc, on utilise des langages à haut niveau autant que possible. Donc, souvent, dans Unix, on va utiliser des scripts bash. Il y a aussi la règle de la génération. C'est qu'on veut éviter de bidouiller à la main ce qu'on a comme résultat. On veut écrire des programmes qui écrivent des programmes autant que possible. Donc, on veut vraiment avoir des programmes générateurs de programmes pour pouvoir générer du code qui est un peu répétitif. Donc, souvent, ça génère du code qui est répétitif avec des petits changements au travers d'une version à l'autre. L'humain n'est pas nécessairement bon pour ça. Il peut en oublier. Gérer ces détails-là, ça ne se fait pas nécessairement si facilement. Ça demande beaucoup de concentration. Alors que pour un programme informatique, si c'est possible de le faire, il peut le faire très bien. Puis il va le faire de façon possiblement sans erreur parce que quand il est bien débogué, ça peut aller quand même bien. Puis il peut faire des tâches répétitives ou même complexes. Donc, souvent, le code généré par des programmes est à tous les niveaux plus fiable, supérieur à celui fait par des humains. Donc, il faut garder ça en tête. C'est mieux de faire écrire des programmes par un autre programme que de l'écrire nous-mêmes. 15e règle, c'est la règle de l'optimisation. L'idée, c'est qu'on veut faire des prototypes fonctionnels avant de polir tout ça. On ne veut pas refaire le travail. On veut développer un prototype, puis on veut le tester, puis on va aller dans l'optimisation seulement après. Donc, on va automatiser les tâches complexes. On dit que l'optimisation prématurée est la source de tous les maux. Donc, premature optimization is the root of all evil. Donc, gardez ça en tête. Évitez d'optimiser si, tant qu'on est en mode de développement, on optimisera seulement ce qui est nécessaire. Puis, dans le fond, il vaut mieux avoir un programme à 90% fait et fonctionnel qu'un programme qui est 100% fait et donc 100% de performance. Donc, 90% ici, c'est plus dire qu'il performe à 90% de ce qu'il pourrait avoir au mieux, mais il est fonctionnel versus un programme qui est à 100% en termes de performance, mais qui est non fonctionnel. Et donc, il y a aussi la règle de la diversité. Donc, en termes de diversité, on dit qu'on veut rejeter toutes les affirmations comme quoi il n'y a qu'une seule façon de faire. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a souvent plusieurs façons de procéder. Puis concevoir des logiciels qui sont rigides, qui sont fermés, qui ne peuvent pas échanger avec d'autres programmes ou ils ont vraiment leur format à eux, qui sont différents des autres et qu'on pense que c'est vraiment la façon de faire. Mais ça, c'est malsain, c'est une forme d'arrogance, c'est pas bon. Donc, on dit qu'il n'y a pas seulement une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire, puis il ne faut pas hésiter à avoir cette diversité-là, puis possiblement avoir différentes versions d'un même programme si on sent que ça devrait exister. Finalement, il y a la règle d'extensibilité. C'est de concevoir pour le futur parce que ça arrive plus vite qu'on pense. Utiliser des formats extensibles, des formats modifiables qui permettent des changements futurs, c'est quand même très important. On va avoir des formats autodescriptifs, donc d'avoir quelque chose qui soit quand même bien décrit par soi, puis qu'on puisse étendre, puis que ça soit évident en soi comment est-ce que les extensions fonctionnent. En bref, dans Unix, on a un principe qu'on appelle ça le KISS, le Keep It Simple Stupid. L'idée, c'est qu'on garde ça simple, on garde ça pas compliqué. C'est de cette façon-là qu'on arrive à des systèmes complexes qui vont bien fonctionner. Donc, c'est cette façon-là qu'on peut gérer la complexité en soi. Donc, voilà pour la philosophie. Puis, je vous invite à lire le livre d'Eric Raymond si ça vous intéresse beaucoup. C'est quand même très, très instructif. Il y a beaucoup de sagesse dans ce livre-là.